Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Comme convenu, pendant l'heure qui vient, on va faire un webinaire sur la mise en place au sein d'une entreprise d'une stratégie numérique responsable. Donc, je m'appelle Alan Sustek, je dirige le cabinet Goodwill Management et je vais faire cette présentation avec Denis Didier, qui est l'un des dirigeants de ISIA. ISIA on va se présenter de toute façon, hein. ISIA est une ESN très, très centrée sur le numérique responsable, avec qui on fait beaucoup de choses. Donc, ça va être une présentation à deux voix. Donc, le principe, avec Denis, on va vous présenter un petit peu les grandes facettes du numérique responsable et de sa mise en œuvre en entreprise pendant à peu près 40 minutes. Et puis ensuite, on aura du temps pour un échange sur la base de vos questions. Comme vous êtes nombreux, il n'y aura pas d'échange de vive voix malheureusement. Donc, ce que vous faites, hein, c'est que vous posez des questions dans le chat, et puis Émilie, qui est la responsable marketing de Goodwill, interceptera vos questions et essaiera de nous en poser à moi et à Denis le maximum à la fin de la séance. Voilà. Donc, c'est parti. On a prévu un sommaire, comme vous le voyez, qui est assez dense. Rapidement, on va se présenter. On va rappeler les enjeux du numérique responsable. On va également ensuite vous montrer la façon dont on fait un diagnostic numérique responsable dans une entreprise. Comment on peut élaborer un plan d'action numérique responsable ou une stratégie numérique responsable. Moi, j'irai jusque-là. Et après, je passerai la main à Denis pour vous présenter les bonnes pratiques, hein, les solutions sur les usages, sur le matériel, sur l'éco-conception. Et ensuite, on aura le temps pour les questions. Donc, très rapidement, Goodwill est un cabinet de conseil en développement durable qui a été créé en 2003. On a clôturé l'exercice précédent avec à peu près 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a grandi un petit peu depuis, on est aujourd'hui une trentaine de personnes. On a une activité qu'on peut segmenter en trois parties, hein, du conseil en RSE, du conseil en mesure d'impact et du conseil en économie circulaire et low-tech. Et en fait, dans ces trois domaines, c'est ce qu'on va voir juste après, on a une déclinaison pour le système d'information et donc un savoir-faire numérique responsable. Alors nous, on n'est pas des informaticiens, hein, contrairement à nos amis de ISIA, mais par contre, on traite les questions de stratégie numérique responsable en termes de grandes orientations, de schémas directeurs, comment dirais-je, d'organisation, de bonnes pratiques, etc., etc. Vous voyez qu'on a des clients à peu près de toute taille et avant le Covid, dans plein de pays, je dis avant le Covid parce que pendant le Covid, bien sûr, on n'avait plus été nulle part, mais on était très fiers d'avoir des clients un peu partout et donc on continue d'en parler comme si on y était toujours, mais ça va revenir. On a une participation dans une agence, certains d'entre vous la connaissent, hein, qui est l'agence Lucie. Et en fait, je dirige les deux structures. Donc, Lucie, c'est une agence qui délivre des labels pour les entreprises engagées en RSE. Et dans le cadre de ces labels, nous délivrons les deux labels numériques responsables, niveau 1 et niveau 2. Ce sont des labels qui ont pas mal de succès en ce moment. Et bien évidemment, une partie de notre savoir-faire vient aussi de là. Voilà. En ce moment, nous avons, à quelque chose près, 1 millier de membres dans la communauté Lucie, et c'est la plus grande communauté en Europe, en fait, en France et en Europe, et on ne va pas tarder à fêter le millième labellisé. Je te laisse la parole, Denis, pour ISIA. Oui, bien la transition entre le label Lucie et le groupe ISIA est très simple. ISIA était la première entreprise labellisée numérique responsable
dans ce domaine. Et c'est une organisation qui existe depuis un peu plus de 25 ans. Vous le voyez, qui est répartie sur plusieurs territoires. Et le centre de l'activité, vraiment la valeur de l'activité est centrée autour du conseil, de la conception et de la mise en place de solutions numériques responsables. Et pour aller vers ces démarches-là, eh bien, il y a tout un parcours d'accompagnement, que ce soit au niveau de la stratégie, au niveau de l'assistance à la labellisation, des aspects beaucoup plus techniques sur la mise en œuvre de l'éco-conception et de la stratégie numérique responsable. Mais c'est aussi une entreprise qui a une empreinte humaine et sociétale importante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre activité. Vous voyez le petit sticker en bas à droite, c'est vraiment basé sur l'intelligence collective et une volonté de servir une société responsable avec le numérique responsable comme pilier. Je t'invite à passer au suivant. Et donc, pour aller vers ces démarches-là, tout un panorama d'offres autour du numérique responsable vont se décliner, que ce soit pour canaliser et initialiser une démarche, donc c'est toute la partie socle et tronc de l'arbre, et ensuite on va avancer au fur et à mesure de la progression de la démarche vers la planification de la stratégie, vers les phases de développement. Alors ça peut être du développement technique, de l'éco-conception, de la méthodologie, la fourniture d'outillage, les éléments qui vont permettre, bien sûr, de contrôler l'ensemble de ces sujets, de les déployer en production et de passer à l'échelle, avec notamment des aspects formation qui sont très importants dans ces domaines-là. Et ensuite, bien, on est dans une démarche d'amélioration continue, donc il faut continuer à accompagner et progresser. Et tous ces éléments sont vraiment basés sur de la co-construction et une démarche itérative et collaborative. Alors, si on est confortable et performant pour décliner ces offres avec nos clients, c'est aussi parce qu'en interne, c'est un parcours qu'on a éprouvé, qu'on a mis en place et avec lequel on a obtenu tous les succès de cette démarche, d'aller vers une vision partagée, embarquer les collaborateurs et rentrer vraiment dans une philosophie d'entreprise, philosophie est un grand mot, mais qui soit vraiment inspirante et sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et je te rends la parole, Monsieur Alan. Merci beaucoup. Voilà, donc en fait, premier chapitre, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de numérique responsable? Alors, on pourrait passer toute la séance sur, comment dirais-je, les impacts du numérique sur la société et sur l'environnement. Je vais vous donner quelques chiffres. Le numérique, c'est aujourd'hui 3,2% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. C'est à peu près équivalent au transport aérien, donc c'est pas négligeable. Mais comme vous voyez sur cette page, j'ai marqué en dessous un impact grandissant. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'on est sur une croissance très très forte. Au train où nous allons, à horizon d'une quinzaine d'années ou un peu plus, ça va doubler. Voilà. Ça représente 2,2% de la consommation d'eau, ça représente 6% de la consommation d'énergie primaire. C'est beaucoup d'extraction de matières premières partout dans le monde, mais là on ne parle que de l'impact du numérique français, hein, mais des extractions de matières premières, c'est partout dans le monde, c'est 4 milliards de tonnes. Ça représente 20% de ce que serait l'empreinte carbone d'une personne si nous étions sur une trajectoire à 1,5 degré. On n'y est pas du tout, hein, je pense que tout le monde le sait.
Aujourd'hui, on ne tient même pas les 2 degrés. Mais le numérique, c'est quand même un impact dans un monde, je dirais, qui serait respectueux des limites planétaires. Le numérique pèse lourd. Voilà. Et puis, on a aussi une vraie problématique avec tout ce qui touche à l'obsolescence programmée, à la consommation effrénée de ces appareils numériques. Ça représente une quantité de déchets monstrueuse, 20 kilos par personne et par an en France. Et malheureusement, 70% de ces déchets sont gérés de manière totalement illégale au niveau mondial. Seulement 17% sont recyclés. Et quand je dis 70% gérés de manière illégale, c'est beaucoup aux mains de la mafia au niveau mondial. On fait au niveau mondial, les matières premières qui servent pour nos appareils numériques sont extraits pour partie par une quantité importante d'enfants. Donc, vous voyez en bas de la page, 40 000 enfants travaillent dans les mines en RDC pour extraire le cobalt. Donc ces outils numériques qui sont extrêmement puissants, extrêmement efficaces, confortables, ludiques, tout ce que vous voulez, ils ont des impacts sociaux et environnementaux qui sont énormes. Et quand on regarde effectivement où se situent les impacts, alors c'est un sujet sur lequel il y a eu un petit peu de controverse au cours des dernières années. Là, on est sur une étude toute récente de l'ARCEP qui nous indique que le gros des impacts, ce sont les terminaux. Voilà. Et justement, les terminaux, comme vous le savez, c'est le règne de l'obsolescence programmée, avec des appareils, que ce soit les ordinateurs ou bien les téléphones mobiles, qu'on a tendance à remplacer beaucoup trop vite. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut agir. Et on voit, Denis va vous donner pas mal d'exemples tout à l'heure, mais on voit qu'il y a des solutions, puisque, par exemple, si vous prenez un téléphone mobile reconditionné, plutôt qu'un neuf, eh bien, vous réduisez considérablement, de 3/4 à 9/10 votre impact environnemental pour l'appareil considéré. Voilà. Donc, encore une fois, on pourrait y rester très longtemps sur ces constats qui sont alarmants, qui font froid dans le dos, etc. Mais regardons un peu ce qu'on peut faire. Alors, la première chose, bien évidemment, qui est indispensable si vous voulez mettre en œuvre une stratégie numérique responsable, c'est de savoir où vous en êtes. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'agence Lucie est distributrice du label numérique responsable. Le label numérique responsable, il a été conçu par l'Institut du numérique responsable, qui est un proche partenaire, et une partie des évaluations numériques responsables des entreprises qui sont préalables à la délivrance du label est assurée par les équipes de Goodwill Management. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le cahier des charges de ce label numérique responsable? Eh bien, on soumet l'entreprise à une évaluation sur 14 thématiques qu'on appelle des principes d'action, PA1, PA2, PA3. On les balaye rapidement. Vous voyez, intégrer le numérique dans la stratégie de l'organisation, formaliser la politique numérique responsable, c'est-à-dire décrire précisément tout ce qu'on a l'intention de faire à long terme, et puis se donner les moyens de déployer ça dans l'organisation. Ensuite, animer la démarche pour faire adhérer les parties prenantes, internes et externes, intégrer l'accessibilité numérique, favoriser, accompagner le développement des compétences en numérique responsable et faire de la communication une vitrine de son engagement. Donc, ça veut dire qu'on s'engage d'abord et puis qu'on communique après. Et tout ça, ce sont des actions qui vont potentialiser, développer, intensifier la stratégie numérique responsable. Après, on regarde des éléments de contenu. Dans les éléments de contenu de la stratégie, Denis va vous en parler, favoriser la sobriété, l'allongement de la durée de vie de tout ce qu'on utilise dès la phase d'achat. Et donc, faire durer le matériel, c'est très important.
lutter contre l'obsolescence programmée, adopter une gestion responsable des équipements, plutôt des terminaux, c'est-à-dire postes de travail, téléphonie, etc. Adopter une gestion responsable pour la partie logicielle, on va en parler. Une gestion pour les infrastructures, plutôt centrée réseau et puis bien sûr data center. Et enfin, une gestion responsable des données. Voilà. Et puis ensuite, étendre sa démarche numérique responsable, encourager la mutualisation des outils et de la connaissance, et puis valoriser le numérique responsable, le numérique comme levier d'action. Ça, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, le IT for good, c'est-à-dire en quoi le numérique peut aider à réduire les impacts environnementaux des activités humaines en général. Sur ce point-là, vous voyez que le label a un principe d'action. Il est surtout centré sur la réduction des impacts. Et c'est un choix. Voilà. Et puis, vous voyez en dessous que pour chacun des principes d'action, vous avez des types d'investissements responsables, on appelle ça les tirs, donc des sujets sur lesquels vous êtes susceptible d'investir pour progresser sur le principe d'action considéré. Si je regarde par exemple le principe d'action numéro 12, adopter une gestion responsable des données, eh ben, on voit qu'il y a un premier sujet, c'est collecter uniquement et gérer uniquement les données nécessaires, sachant qu'on a, comment dirais-je, pléthore de données qui servent à rien sur nos bases de données, informer les utilisateurs de l'usage qui sera fait de leurs données, répondre à leurs sollicitations sur le sujet, donc là on est plutôt sur des aspects numériques RGPD, et puis sécuriser le stockage et assurer l'archivage, etc. Voilà. Donc, vous voyez, pour chacun des sujets, donc on a au total de mémoire 35 types d'investissements responsables pour les 14 principes d'action. Et donc, on fait des évaluations sur tous ces sujets-là. Donc, avant la délivrance du label, un auditeur vient vous voir et puis soumet ce cahier des charges et puis vérifie point à point que vous avez fait des choses. Alors, vous pouvez les avoir fait un peu, beaucoup, à la folie. Et puis, bien évidemment, dans le rapport, on vous présente les points forts et les points faibles. Et puis, on vous présente aussi toutes les thématiques, type d'investissement responsable par type d'investissement responsable sur lesquels vous avez matière à faire des progrès. Alors, il y a une deuxième façon de faire la mesure d'impact qui est beaucoup plus, comment dirais-je, centrée sur des résultats. C'est de faire un peu ce qu'on peut appeler de la comptabilité environnementale ou de l'analyse de cycle de vie des applications que l'entreprise utilise. Alors, quand je dis application, je parle vraiment de la verticale, c'est-à-dire l'application qu'on utilise et qu'on pourrait décider de ne plus utiliser, et puis toute la tranche de réseau et d'infrastructure qui est en dessous, et puis toute la tranche de terminaux qui est au-dessus. Voilà. Et donc là, vous voyez que on sait mettre en œuvre aujourd'hui, ça se fait très bien, et ça se fait d'ailleurs assez rapidement, des techniques d'analyse de cycle de vie où on va regarder tous les impacts que peut avoir l'application et tout son environnement matériel et réseau sur la nature. Alors ici, vous avez une ACV simplifiée pour une application réelle. On a fait ça chez un de nos clients. Donc, en termes de pollution de l'air, c'est-à-dire des émissions du fait de l'application et de tout ce qui est nécessaire pour qu'elle fonctionne, des émissions d'oxyde d'azote, d'oxyde de soufre, etc. Les émissions, évidemment, de gaz à effet de serre juste à côté. L'utilisation de matières premières et la production de déchets, la pollution de l'eau et la consommation d'eau. Voilà. Alors, on a des techniques qui vont plus loin que ça, c'est-à-dire que là, vous avez une étude d'impact environnemental exprimée en unités physiques, mais on a également développé chez Goodwill de longue date une méthode de comptabilité environnementale. Et dans ce cadre-là, on exprime tous ces impacts en euros. Et donc, on dit, voilà, l'impact environnemental de l'application en question, c'est 38 000 € par an. Et puis, voilà la répartition en fonction des thématiques précédemment évoquées.
vous voyez qu'on a une partie importante, si vous regardez le camembert de gauche, une partie très importante, c'est la consommation de matières premières. Donc, il n'y a pas que, le réchauffement climatique qu'il faut regarder de près, surtout avec le numérique. Il y a aussi les matières premières. C'est un domaine où on consomme énormément de ressources métalliques qui sont en voie de raréfaction rapide. Et donc, tout ça, quand on fait le bilan, ça vous permet d'avoir un impact de votre numérique sur l'économie à long terme, c'est-à-dire que tout ça, c'est finalement de la destruction de richesses futures, de PIB futurs, et c'est comme ça qu'on fait ce genre de calcul. Bref, vous avez différents moyens de faire le diagnostic de votre empreinte numérique. Alors ici, j'ai fait un zoom sur la partie impact environnemental du numérique exprimé en unité monétaire. J'aurais pu le présenter également sur l'impact social. Je passe rapidement. Et puis, bien évidemment, vous avez… excusez-moi, j'ai une seconde. Et puis, bien évidemment, une fois que vous avez fait vos diagnostics, vous établissez votre plan d'action. Et donc, là, c'est une méthodologie adaptée pour le numérique responsable d'un plan stratégique en général. Donc, en entrée du processus, on prend le plan d'action à long terme de la structure, bien évidemment, c'est-à-dire le numérique dépend de ce que l'on va en faire. On regarde aussi, on discute avec les parties prenantes. C'est une généralité dans le domaine du développement durable. On regarde les analyses de maturité, les mesures d'impact, les matrices de matérialité qui ont été faites dans le cadre du diagnostic. Et puis, on en déduit un plan de progrès. Alors, l'idée générale dans une méthodologie de stratégie bien conçue, c'est que la première chose que vous faites, c'est que vous définissez la cible, c'est-à-dire vous dites, dans 5 ans, voilà à quoi devra ressembler mon système d'information numérique responsable. Et puis ensuite, vous définissez la trajectoire, c'est-à-dire comment je vais d'ici à là-bas. Et en général, on fait ça plutôt dans une logique, comment dirais-je, de rétro-planning, c'est-à-dire si je veux être là dans 5 ans, il faut que je sois là dans 2 ans et demi. Si je veux être là dans 2 ans et demi, il faut que je sois là dans 1 an. Et si je veux être là dans 1 an, demain, il faut que je commence à faire ceci. Ici, vous avez un petit extrait d'un plan, d'une stratégie numérique responsable établie pour une très grosse DSI. Et donc, c'en est un tout petit bout. Vous voyez que ça a été décomposé en piliers. Les piliers ont été décomposés en axes et les axes ont été décomposés en projets. Et donc là, vous avez un échantillon de 4 projets qui font partie de ce plan numérique responsable, avec système de management environnemental pour la DSI, réduction des consommations de ressources, performance thermique des bâtiments et changement du fournisseur d'énergie. Alors bien sûr, après, pour chaque projet, vous avez une fiche descriptive, un chef de projet qui est nommé, et puis c'est parti. Voilà, donc je voulais rapidement vous présenter ces éléments et puis maintenant je passe la parole à Denis pour vous donner davantage d'éléments concrets sur les usages, le matériel et le logiciel responsable. Donc je libère l'écran. Ok, je vais reprendre le partage. Voilà. Alors, je pense que vous voyez mon écran. Le son doit être bon aussi. Tout va bien. Donc, on va parler d'usage de matériel et d'éco-conception. Alors, ça, c'est un peu suranné, mais on l'oublie un peu trop vite. Donc, c'est important de garder en tête qu'on n'a pas de plan B. Quand on va parler des usages, effectivement, on a besoin de mesures, on a besoin de savoir où on en est et
la démarche scientifique aujourd'hui fait beaucoup polémique. On a sans arrêt on va dire des batailles d'experts pour savoir si le bon chiffre c'est 12, 12,5, 18 ou 45. On va laisser le débat scientifique aux experts. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la réalité qui se cache derrière ces usages. Et je vous ai repris une petite illustration. Il y a quelques années, sur scène, il y a un comique qui se plaignait du poids de sa boîte de petits pois qu'il a manipulé je ne sais combien de fois entre le rayon de la grande surface, le chariot, la caisse, jusqu'à finir sur la table de repas familial. Et quand on regarde tout le poids de cette boîte de petits pois, on arrive vite à des volumes, à des points importants. Bon, moi, ça m'a épuisé cette histoire de petits pois. On va passer sur des choses un peu plus immatérielles. On va regarder ce qui se passe au niveau de nos octets. Et on a exactement le même type de démarche, mais la démultiplication est forcément beaucoup plus importante. Si je prends un octet dans une image, par exemple, il a été capturé, il est mis sur des serveurs qui sont dupliqués, qui sont sauvegardés régulièrement. Et mon octet, si je regarde à la loupe, il va aussi circuler vers tous les postes utilisateurs. Et si j'ai plusieurs milliers d'utilisateurs, eh bien, cet octet, on va le retrouver à plusieurs endroits tout au long du cycle de vie. Et ça, c'est un point important. C'est que la matérialité de quelque chose d'aussi petit qu'un octet peut vite prendre des proportions très importantes. Quand on regarde où se trouvent ces éléments, on a quelques points de repère et c'est forcément sur ces éléments qu'on va pouvoir avancer. Un email, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Maintenant, la multiplication de nos emails, l'alourdissement des pièces jointes, tout ça, ça a forcément des conséquences et c'est des impacts environnementaux qui se multiplient. Le choix de nos réseaux, est-ce qu'on utilise le réseau mobile ou le réseau Wi-Fi ou le réseau filaire? C'est des conséquences environnementales importantes et on va à chaque fois aller s'appuyer sur les éléments qui sont les moins consommateurs. La vidéo, c'est 2 tiers du trafic sur Internet aujourd'hui. Donc, chaque fois qu'on va pouvoir réduire les vidéos, il va falloir rentrer dans cette démarche-là. La gestion de nos parcs d'équipements, un ordinateur, c'est de l'énergie. On a vu aussi que c'était un aspect matériel et on y reviendra, mais il y a aussi de la consommation d'énergie et il faut arriver à piloter ces éléments. Autre point important, c'est que l'informatique aujourd'hui, c'est beaucoup des données et la valeur de nos entreprises, elle est capitalisée sur les données. Est-ce que toutes les données que l'on utilise portent vraiment une information? Est-ce que c'est des choses utiles ou pas? Et quand on regarde la tendance sur l'explosion de la volumétrie de données, on va forcément travailler sur des éléments qui vont permettre d'encadrer cette volumétrie de données pour rester dans des solutions acceptables. Donc, un axe de travail sur les usages, c'est aussi de travailler sur les données. On est aujourd'hui sur une vidéoconférence, sur un outil de partage collaboratif. Et là aussi, on est en mesure d'aller chercher des facteurs d'impact. Alors, en moyenne, une visioconférence, si on fait que de l'audio, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, on est à 9,3 grammes par heure de diffusion. Si on fait de la vidéo, on est à un peu plus de 24 grammes. Si on fait de l'audio avec un partage d'écran, on est plutôt un petit peu en dessous de 10 grammes. Donc, tous nos usages, et même des choses aussi simples que de la vidéo, que des visioconférences, vont avoir des impacts. Et à quel moment on doit privilégier ces éléments? Eh bien, dans les bonnes pratiques, effectivement, réduire les flux vidéo vont participer à être beaucoup plus sereins. On l'a évoqué assez rapidement tout à l'heure avec Alan. Il y a une étude, et on se base aussi sur les résultats de cette étude, c'est l'étude winner de l'Institut du numérique responsable, qui a
étudié un peu plus de 70 entreprises, grandes entreprises, pour sortir un bilan annuel. Et quand on regarde comment se comportent ces entreprises, chacune de ces organisations émet en moyenne un peu plus de 4600 tonnes de CO2 dans ses activités numériques. Ça correspond à 5000 kilowatts par an et par collaborateur. À l'intérieur de chacune de nos entreprises, on consomme ce volume d'énergie. Et autre point vraiment important, chaque année, un collaborateur génère un peu plus de 2 kilos de déchets électroniques. Et on verra que ces déchets électroniques, eh bien, il faut effectivement arriver à les retraiter. Mais on a beaucoup parlé d'environnement, on a beaucoup parlé d'impact sur la planète de ces sujets, mais le numérique responsable, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large. Et quand on élargit un peu le panorama à la dimension sociétale et humaine, eh bien, on tombe aussi sur des choses sur lesquelles on doit avoir une action. La mixité dans le numérique, elle est loin d'être bonne, et on est vraiment très en retard. Les aspects d'accessibilité, permettre à tout le monde d'accéder à nos services numériques, on n'est pas bon. Très clairement, on a des progrès à faire. Mais au-delà de ces barrières d'accessibilité, il y a aussi la capacité de tous nos utilisateurs à appréhender le numérique. Et ça, il y a un terme qui a été mis en œuvre, c'est l'électronisme. Et on a beaucoup de nos utilisateurs, et voire de clients, qui sont quelque part coupés de ces accès au numérique. On a, dans nos usages, on est accro au numérique. Alors, je ne vais pas demander qui a répondu à un mail après 22 heures hier soir, mais il y a beaucoup de sujets dans ces domaines-là où on a du mal vraiment à décrocher, et on sait que ça a des conséquences aussi sociales et sociétales. La partie de sourcing de tous les matériaux et de tous les équipements, Alan l'a évoqué, on fait travailler des gamins dans des mines. Alors, ça se passe un peu loin, donc on ferme un petit peu les yeux, mais on ne va pas pouvoir fermer les yeux encore longtemps. Il y a des problèmes de géopolitique, et il y a aussi forcément des impacts sur l'ensemble de la planète. On a des bouts de fil, on a des satellites, on a des choses qui vont aussi au-delà de nos usages purs et durs. Si on regarde un petit peu les aspects matériels, parce que derrière les usages, il y a forcément des matériels. Une voiture vintage, c'est une voiture des années 50. Pas de problème, ça, on a ce point de repère. Un laptop vintage, c'est quoi? C'est un laptop qui a 10 ans. Et est-ce que vraiment c'est raisonnable de rentrer dans cette démarche? Pour construire un simple smartphone, on va aller chercher plein de matériaux. Il y a des matériaux, des minerais qu'on va aller chercher dans plusieurs pays, et on pourrait se dire, tout va bien, parce que les matériaux, il suffit de les recycler, on a un mot magique, recyclage, et puis tout va bien, on ne va pas épuiser nos ressources. Mais quand on regarde vraiment les chiffres sur ces sujets-là, on s'aperçoit que ces minerais, on ne sait pas les recycler. Et il y a beaucoup de ces composants sur lesquels on va vers une gestion de pénurie. Et cette pénurie, on pourrait se dire, ça sera pour les générations futures, on peut un petit peu faire une croix dessus. Eh bien non, elle est déjà présente. Si vous vous rappelez ce qui s'est passé sur l'année dernière, il y a un constructeur automobile qui a abandonné les compteurs de vitesse digitaux et qui a été obligé de revenir à des compteurs de vitesse analogiques, à aiguille, bête, parce que les composants n'étaient pas disponibles. Un grand groupe bancaire est plus en mesure aujourd'hui de fournir toutes les cartes de paiement pour l'ensemble de ses clients. Et ils ont accéléré la transition vers les cartes de paiement virtuelles. Alors, ces incidents d'approvisionnement sont aujourd'hui ponctuels, mais clairement, ils vont se généraliser, et on est obligé de traiter ces sujets-là.
l'ensemble de nos équipements ont effectivement un impact. Et Alan a présenté les chiffres tout à l'heure. Voilà des éléments qui sont aussi ressortis du winner. Ce qui consomme vraiment et ce qui a un impact sur l'environnement, ce sont nos équipements de bureau. C'est lié à leur nombre, à la façon dont on les gère. Et la grande majorité des impacts de ces matériels sont au moment de la fabrication. Donc, tout ce qu'on va pouvoir faire pour éliminer ces obligations de fabrication vont être importants. Et forcément, il y a des moments où il va falloir aller chercher des matériels et équiper les collaborateurs et rentrer dans cette démarche-là. Et quitte à aller chercher des matériels, autant s'appuyer sur des références qui vont permettre d'être plus raisonnables. Et il y a un certain nombre de labels environnementaux des équipements qui sont efficaces. Et quand on fait une démarche d'accompagnement des achats, on met aussi en œuvre ces éléments de sélection de matériel avec des labels environnementaux qui sont efficaces. Tous nos usages visent à essayer de faire durer nos équipements informatiques. Ça peut être sur plusieurs axes. On peut étendre la durée de vie. On peut aller, et il va falloir y aller de plus en plus vers le reconditionner. Et il faut penser à la seconde vie des équipements. On ne va pas jeter nos équipements. Il va falloir intégrer tous nos processus pour faciliter le réemploi, avoir une démarche de réemploi pour transformer nos usages. La phase d'utilisation d'un matériel, c'est le moment où moi je l'ai entre les mains, mais c'est aussi et surtout ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Et c'est l'intégralité de ce cycle de vie qui doit être mis en évidence. Donc, sourcer du matériel reconditionné, il y a des solutions pour ça. Utiliser des filières de réemploi, il y a aussi des solutions pour ces sujets-là. Et ça, c'est vraiment des points qui vont nous permettre d'aller vers plus d'efficacité. Quelques points de repère, 54 millions de tonnes de déchets par an, la durée de vie d'un smartphone aux alentours de 2 ans et demi, ça, il va falloir vraiment faire quelque chose, des consommations électriques, des flux de données qui sont en augmentation exponentielle à peu près en permanence et des impacts avec un poids de CO2 que l'on porte chacun dans nos bagages à chaque fois qu'on utilise ces solutions numériques. Et les environnements techniques en France, donc un peu plus de 900 000 m² de data center, donc ça veut dire des serveurs, ça veut dire de l'énergie et des équipements pour faire tourner ça. Et dans ces data centers français, un peu plus d'1 million de serveurs et quelques millions forcément de disques. Tous ces éléments, c'est des impacts. Et quand on va travailler sur ces éléments matériels, on va viser aussi à réduire l'empreinte de ces solutions techniques. Voilà une vision un petit peu en synthèse de nos équipements. Quand vous êtes sur votre poste de travail, eh bien, vous avez tous ces éléments autour de vous. Des écrans, des imprimantes partagées, des serveurs locaux, de l'électricité, des réseaux, des solutions de backup externe, du cloud externe. Et chacun de ces éléments peut être un point d'attention. On peut travailler sur est-ce qu'on a besoin d'un deuxième écran, quelle catégorie de labels je vais utiliser pour mes écrans, comment je vais piloter la vie de ces équipements. Mais il y a une chose très simple, si vous cherchez un quick win pour les 20 minutes qui suivent la conférence, c'est de se poser la question, une année civile, c'est un peu plus de 8700 heures. C'est même 8700 heures. Une année de travail, c'est 1600 heures. Qu'est-ce qui se passe dans l'intervalle? Tout reste allumé, sous tension. Donc, il y a des économies à faire avec des contrôles automatiques ou inciter les personnes à éteindre vraiment physiquement tout ce qui se passe. Donc, le bouton Power Off
c'est un quick win et c'est peut-être un de vos meilleurs alliés pour passer à une étape de mise en mouvement et de rationalisation des, de vos usages environnementaux. On a parlé des usages, on a parlé du matériel. On va descendre un petit peu plus dans la partie logicielle parce que c'est aussi notre cœur d'activité. Résumer l'éco-conception, ça pourrait très bien être ce que vous avez sous les yeux. Qu'est-ce qu'on faisait en 1969 avec des ordinateurs peu performants, enfin performants pour l'époque, mais aujourd'hui on trouve ça désuet, une empreinte mémoire très faible. Qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait des gens sur la Lune. Aujourd'hui, avec des matériels démesurément plus performants, qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner un outil de réseau social. Donc, l'éco-conception, ça pourrait se caractériser par ça. Qu'est-ce qu'on fait? Avec quels moyens et avec quelle efficacité? Quand on veut rentrer dans une démarche d'éco-conception, et là on rejoint un petit peu la partie stratégique qu'a évoqué Alan tout à l'heure, quand on déclenche un projet de service numérique, on va se poser quelques questions parce que c'est notre secteur d'activité, on est à l'aise avec ces domaines-là. On va se demander si c'est bien pour l'entreprise, si c'est bien pour l'activité économique, si j'ai les équipes pour pouvoir gérer le projet sur l'ensemble de la production, si c'est bien pour les clients, si ça donne vraiment une utilité client. On va aller se poser des questions sur l'environnement socio-économique et légal. Est-ce que je suis en phase avec ces éléments-là? Mais il y a une question qu'on ne se pose jamais, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire a un impact environnemental et un impact sur les gens qui habitent sur la planète? On ne se pose jamais de questions sur ces sujets-là. Et c'est cette question qu'il faut ramener au cœur de nos activités de développement. Et quand on regarde comment est structuré un service numérique, eh bien, on a des points sur lesquels on va pouvoir se poser ces questions-là. Un utilisateur, il a des caractéristiques, il faut qu'il puisse accéder au service. L'utilisateur a un poste informatique sur lequel on va aussi pouvoir jouer. Quel est l'impact de mon service sur le poste utilisateur? Est-ce que je vais l'inciter à changer d'équipement? On va construire des applications qui vont tourner sur ces postes-là. Quelle est l'efficacité et l'utilisabilité de mon application? Et ensuite, on va rentrer vraiment dans des phases un peu plus techniques. Alors, il y a une segmentation front et back qui peut paraître un peu vieillotte, mais sur le front, ce sont tous les services qui sont exécutés sur le poste utilisateur et le back, ce sont tous les services distants. Et entre les deux, on a des réseaux. Et comment est-ce qu'on va construire tous ces éléments techniques pour faire en sorte qu'ils soient plus efficaces, qui réduisent le nombre d'échanges sur le réseau, que les structures de données soient les plus performantes possibles et qu'on encadrer toute la gestion de volumétrie. La volumétrie des codes, la volumétrie des données, la volumétrie des échanges réseau. Et bien sûr, tout ça, eh bien, ça finit nécessairement sur des serveurs. Et on va aller vers des mécanismes qui vont nous permettre de virtualiser, donc de gagner de l'efficacité sur ces serveurs, d'avoir des hébergements plus vertueux, de pouvoir mettre en œuvre des équipements recyclés. Donc, dans toute cette démarche d'un service numérique, on va pouvoir agir. Et un des points sur lequel il est important et il est critique d'agir dans une démarche d'éco-conception, c'est le point d'entrée, c'est le besoin. Comment est-ce que je qualifie le besoin de mon utilisateur et où est-ce que je vais chercher la validation de ce besoin? Quand on regarde, il y a plein d'études dans ce domaine-là, on s'aperçoit qu'on fait plein de choses et que forcément, parmi l'ensemble des développements que l'on fait, il y en a certains qui ont peu ou pas de valeur. Et ça, c'est un déchet pour l'éco-conception, mais c'est aussi un déchet économique.
construire des choses qui ont aucune valeur, aucune utilité, c'est vraiment quelque chose de contre-productif dans une démarche. Et l'éco-conception va aussi se focaliser sur ces points-là. L'ensemble de la démarche, couvrir un besoin, c'est quelque chose que l'on doit faire, mais il faut aussi restituer cette démarche d'éco-conception et même d'éco-conception technique avec le type d'utilisation. On a évoqué un peu plus tôt le RGPD, donc tout ce qui est respect de l'utilisateur, c'est une démarche d'éco-conception. Le traitement de l'accessibilité, de la capacité à inclure les utilisateurs, ce sont des démarches d'éco-conception. Et on va pouvoir accompagner une équipe IT à la fois dans la démarche de construction technique, mais aussi dans l'intégration de ces contraintes. Et quand on a fait tout ça, si on a bien fait notre travail, eh bien, on s'aperçoit que le numérique responsable, ce n'est pas quelque chose qui va aller en opposition avec chacun des objectifs opérationnels d'une entreprise. Ça va aller vers de la convergence. On va faire converger la performance technique, on va être plus efficace d'un point de vue numérique responsable, mais on va être aussi plus efficace d'un point de vue technique, parce qu'on a fait moins de choses inutiles et on a rationalisé les éléments. On va gagner sur les coûts. Les coûts de production, les coûts d'exploitation de nos services. On va aller vers une adhésion auprès des utilisateurs qui va être plus forte. On va éviter de faire des choses qui vont perturber la sécurité. Donc là aussi, on a une corrélation, et une proximité, une convergence de points de vue entre le numérique responsable et la sécurité. Les aspects de qualité de production, c'est une attention particulière aussi dans le développement numérique responsable, de faire en sorte d'être le plus efficace et le plus performant possible. C'est clairement de la qualité de développement. Et quand on a rassemblé tout ça, mais on s'aperçoit que la mise en place d'un projet, elle respecte les demandes de mise en œuvre et les délais projets. Donc, le numérique responsable, ce n'est pas en opposition par rapport à tous ces sujets, c'est un point de convergence. Et si on travaille efficacement sur ces points-là, on va avoir des gains sur l'ensemble de ces sujets. Pour nous aider dans ces démarches-là, on a posé un certain nombre d'éléments. Pour nous aider dans ces démarches-là, eh bien, il y a des outils. Et notamment, il y en a un qui a été mis à disposition de tout le monde par l'Institut du numérique responsable. Désolé pour le nom barbare, il s'appelle GR 491. GR pour guide de référence, 491 parce qu'au moment où il est sorti en octobre dernier, il y avait 491 critères à l'intérieur. Aujourd'hui, il en a un petit peu plus parce qu'il est en évolution permanente. Et donc, ce référentiel permet de guider au travers de toutes les étapes de gestion d'un projet, toute la conception d'un projet de service numérique, va vous guider avec des recommandations et des critères que l'on va challenger et que l'on va confier aux différents intervenants techniques. Alors, il y a des choses pour les développeurs, il y a des choses pour les designers, il y a des choses pour la gestion de projet, pour les architectes, pour les personnes qui font le déploiement, les DevOps. Donc, ce support, ce guide de référence, c'est un des éléments sur lequel on s'appuie aussi pour diffuser auprès des clients et rentrer dans une démarche d'éco-conception. Et les résultats sont souvent très valorisants parce que les équipes techniques à qui on confie ce genre de choses adhèrent très simplement à ces démarches-là, trouvent que les principes qui sont évoqués dans ce type de référentiel vont dans le sens de leur démarche et de leur implication professionnelle. Donc, il n'y a pas de sensation de rupture ou de surcharge. Ça conforte leur pratique, donc c'est plutôt valorisant. Et quand on applique l'ensemble de ces recommandations, eh bien, on peut avoir des gains assez significatifs. Et là, je vous ai mis un retour d'expérience qui est publié sur le site de l'INR avec Pierre Fabre
la division Medical Care, que le groupe ISIA a accompagné justement dans cette transition, et qui a réduit l'impact CO2 de chacune des pages du site d'Exeril qui a été refondu. Et alors, forcément, on a gagné quelques grammes de CO2 par page, mais comme il y a des dizaines de millions d'utilisations de ces pages, eh bien, quand on regarde l'ensemble, on obtient des gains qui se chiffrent en tonnes de CO2. Et c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et surtout, ce n'est pas un sujet qui vient en opposition dans la démarche. Et même les fonctions marketing, et c'est ce qui est indiqué en fin, n'ont pas été frustrés par la démarche d'éco-conception. On ne les a pas obligés à faire des images pourries avec des basses résolutions. On a juste travaillé sur le niveau de qualité dont on a besoin pour aller vers ces sujets-là. Donc, en résumé, l'éco-conception, c'est une démarche globale où on embarque chacun des acteurs et où on rentre vraiment dans une phase de co-construction avec les clients pour les accompagner dans cette démarche. Et je vous laisse la parole pour les questions. Merci beaucoup, Denis. Donc, merci de votre attention. On a un petit peu de retard, veuillez nous excuser. Je pense qu'on peut considérer, il est 9h54, on peut considérer que on se donne une dizaine de minutes pour des échanges de questions. On n'a pas tout à fait commencé à 9h, donc on peut aller jusqu'à 10h05 si ça vous convient. Et donc, Émilie, on va voir au fur et à mesure des questions si c'est plutôt Denis ou plutôt moi qui réponds. Je te laisse nous poser les questions. Ça marche. On va essayer d'être efficace parce qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées. Donc, bon, je pense que la présentation de Denis a un peu répondu à ça, mais une personne relevait que la présentation semblait très axée sur les aspects Green IT et IT for Green du numérique responsable. Est-ce un choix, voilà, de prioriser les aspects environnementaux dans la présentation? Je vais répondre à ça. En réalité, si vous voulez, on l'a dit tous les deux, hein, le numérique responsable, ça ne couvre pas que les aspects environnementaux. On a dans le numérique responsable des aspects sociaux qui sont considérables, hein, des impacts sur la santé, des impacts sur des problèmes de gestion de la cybercriminalité, des problèmes de confidentialité des données, des problèmes d'accès, des questions d'accessibilité. On est bien d'accord, hein, avec la personne qui a posé cette question. Tout ça, c'est du numérique responsable. Maintenant, nous sommes aujourd'hui dans une situation où les difficultés, les impacts sociaux du numérique, qu'ils soient les externalités positives ou négatives du numérique sur le plan social, on peut vivre avec pendant très longtemps. Ça ne veut pas dire que c'est négligeable, ça peut être sérieux, ça peut être très grave, mais on peut vivre avec pendant très, très, très longtemps. Ce n'est pas du tout vrai sur le plan environnemental. Vous avez vu le rapport du GIEC qui est sorti la semaine dernière. Hein, il nous reste 3 ans pour inverser la courbe croissante, désespérément croissante des émissions de CO2. Si vous vous intéressez davantage à d'autres aspects que le réchauffement climatique, qui est un sujet, c'est vital, hein, pour l'espèce humaine, donc on ne rigole pas avec ça, mais que vous regardez la raréfaction des métaux, la consommation d'eau, etc., on a aujourd'hui 4 limites planétaires qui sont gravement dépassées. Et donc là, sur la question environnementale, on a des enjeux de survie de l'espèce humaine à horizon de quelques décennies. Et donc oui, effectivement, on met le paquet sur l'environnement pour des raisons tout simplement de priorité, d'urgence. Et je dirais le diagnostic vital de l'espèce humaine est engagé, quoi. C'est aussi catastrophique que ça. On ne sait pas si la surface de la planète sera encore compatible avec la biologie humaine à horizon de moins d'un siècle. Voilà. Merci, Alan. Alors, on va faire comme avec les politiques. Vous avez 1 minute pour répondre.
Ça vous va? Oui, tu as raison, excuse-moi. On a plein de questions. Alors, Alan, je reprends. Il y a eu plus de questions techniques, en fait, parce que forcément, tu as abordé les sujets un peu rapidement. Est-ce que les diagnostics présentés sont adaptables à tout type d'entreprise? Absolument. Voilà. Donc là, on parlait d'une boîte de service, donc tout à fait. Tout. Tous les diagnostics, que ce soit les diagnostics de maturité, les impacts physiques, tout est adaptable à n'importe quelle entreprise. Merci. Ensuite, autre question un peu technique, et là, tu as 1 minute. Non, mais là, je vais donner la main à Didier. À Denis, pardon. Je sais, comment on transforme les unités physiques, du coup, en euros dans le cadre de la CB19? Ouais. Désolé, je vais la garder celle-là parce que oui. Ça, c'est notre cœur de métier. En fait, vous passez des unités physiques en euros. Alors, je vais 30 secondes. On ne donne pas un prix à la nature. On n'a jamais donné un prix à la nature. Vous avez 2 façons de convertir une unité physique en euros. La première façon, c'est de dire, pour éviter ce prélèvement sur la nature en unité physique ou ce rejet, combien il faudrait que je dépense, c'est-à-dire que vous calculez ce qu'on appelle un coût de réparation ou un coût de conservation. Voilà. Et c'est ça la valeur. Donc, combien il faudrait que j'investisse pour ne pas émettre du CO2. Et la deuxième méthode de calcul, c'est de dire si j'émets du CO2 et que donc je ne fais rien pour l'éviter, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'économie à long terme? C'est-à-dire quelle est la quantité de valeur ajoutée que ça détruit, ou en d'autres termes, la quantité quelle est la destruction de PIB que ça génère à long terme. Merci. J'espère que ça répond à la question. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Avez-vous connaissance d'un label européen ou d'autres pays qui créent l'équivalent du label numérique responsable? Non. La réponse est la France est vraiment le bon élève sur ces sujets-là et il faut s'en féliciter et continuer à capitaliser dessus, mais très peu d'initiatives en dehors des frontières. Et le label numérique responsable, en ce moment même, devient européen. Y a-t-il un guide pas à pas utile pour une refonte de site Internet? À toi, Denis. Ça peut être effectivement basé sur le guide de l'INR qui fournit un très bon canevas pour ces sujets. Et sur le site de l'INR, il y a un extrait de ce guide, le guide des 65 bonnes pratiques, qui est le premier, les premiers échelons. Et à l'intérieur du référentiel de l'INR, il y a 43 incontournables. Commencez à traiter ces points-là, ce sont les premiers pas faciles. Merci, Denis. Je reviens sur le label numérique responsable. Désolée, je n'ai pas bien rangé mes questions. Alan, tu nous as parlé des PA du diagnostic des labels numériques responsables. Comment on procède pour donner une note globale? Comment ça se passe pour attribuer le… Alors en fait, donc il y a plusieurs niveaux, hein, c'est-à-dire que vous avez vu, hein, c'est décomposé en principes d'action et les principes d'action sont décomposés en sous-principes d'action qu'on appelle des types d'investissement responsables. Donc sur chaque type d'investissement responsable, on va vous attribuer une note sur 4. La première note, c'est un sujet sur lequel vous faites rien. Donc vous avez 0. La deuxième option, c'est un sujet sur lequel vous commencez à faire des trucs. Et donc là, on va vous donner une note de 1. Troisième note, vous avez une pratique qui est sérieuse. Et là, on va vous donner une note de 2. Et le troisième point, c'est vous avez un savoir-faire sur le sujet qui est très abouti, très avancé, pourrait-on dire exemplaire. Et là, on va vous donner une note de 4. Et ensuite, on fait la moyenne des notes sur
les types d'investissement responsables. Ça vous donne la note pour le principe d'action. Et ensuite, eh bien, vous voyez, alors ça vous donne un nombre de points global, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Ensuite, vous voyez les principes d'action sur lesquels vous êtes bon et sur lesquels vous n'êtes pas bon. Et donc, c'est noté sur 3 niveaux, hein, comment dirais-je, faible, moyen et élevé. Voilà, maturité faible, moyenne et élevée. D'accord. Alors, il nous reste encore 2 questions, donc si on arrive à faire des réponses rapides, je pense qu'on les aura toutes traitées. Comment et combien coûte un diagnostic numérique responsable et y a-t-il des aides pour le réaliser? Alors, des aides, je n'en connais pas. Cela étant dit, c'est un sujet sur lequel il peut y avoir à un moment donné une décision d'un conseil régional, par exemple, pour accompagner des entreprises. Je sais que, alors pas sur le numérique responsable, mais sur la RSE alignée sur les exigences de la norme ISO 26000, il y a eu des aides qui ont été attribuées par la région Bretagne pour les entreprises qui s'engageaient. Donc sur le numérique, je vous avoue qu'il faudrait regarder mais des aides nationales, aujourd'hui, on n'en a pas. Et excuse-moi, c'était quoi l'autre partie de la question? C'est comment ça se déroule et puis combien ça coûte à peu près? Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, comment ça se déroule? Eh ben, le label est délivré après un audit tierce partie, c'est-à-dire qu'il y a un auditeur qui vient chez vous et qui vous évalue. Donc, il suffit pas de répondre à un questionnaire, hein, parce que ça, c'est trop facile. Voilà. Et donc, suivant la taille de l'entreprise, le coût de l'audit se situe entre 1 et enfin, c'est quelques milliers d'euros, quoi. Voilà. Hein, je vais vous faire on vous fournira, si vous voulez, le barème. On a le coût est préétabli, donc vous l'avez en lecture directe. On vous le passera en même temps qu'on vous passera le PowerPoint qu'on vous a présenté avec Denis. Mais pour une PME, ça va être quelques milliers d'euros. Et donc, moi, je complète rapidement. L'ADEME, avec le tremplin pour les PME, propose une aide pour la labellisation numérique responsable. Voilà. Donc, s'il y a plus de budget, il n'y a plus de budget. S'il y a plus de budget. Je ne savais pas. Non, mea culpa, je ne savais pas que l'ADEME proposait ça. Mais il y a peut-être plus de... Enfin, voilà, c'est conditionné au budget restant. Et une petite dernière question rapidement. Doit-on se passer d'améliorations technologiques comme la 5G? À toi, Denis. Alors, la 5G, pour quoi faire? Pour regarder des vidéos de chats, vous l'achetez à la poubelle. Pour faire des choses un peu plus intelligentes, il faut regarder. Mais est-ce qu'on a forcément besoin d'aller toujours vers une course à la high-tech? Alors souvent, on oppose high-tech et low-tech, et il y a quelque part quelque chose d'intermédiaire. On peut appeler ça les technologies sages, le wise tech, où on va vraiment faire des choses utiles sans aller vers de la gabegie de ressources énergétiques ou environnementales. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, il y a des questions à se poser chaque fois qu'on va sur ces sujets-là. Je rajoute un tout petit point sur ce sujet ici, parce que ça me tient à cœur. Nous sommes chez Goodwill. Et personnellement, j'ai une autre activité qui s'appelle Care Low Tech. Donc, vous avez compris le jeu de mots. Hein. Care, c'est la maison en breton, et puis Low Tech, c'est les basses technologies. Nous sommes des militants des basses technologies. Nous avons d'ailleurs accompagné l'ADEME pour la définition nationale de ce qu'on appelle Low Tech. C'est nous, la définition vient de chez nous. Mais dans cette logique-là, et je rejoins ce que vient de dire Denis, on n'est absolument pas dans une opposition high-tech, low-tech. Il faut les deux.
Mais si on veut pouvoir s'offrir des low-tech, des high-tech durablement, là où elles sont vraiment indispensables, il faut qu'on mette des low-tech partout ailleurs. Voilà. Donc, c'est une question de complémentarité et de logique de frugalité qui est très importante, y compris dans le numérique. Ça marche. Merci, Alan. On avait une dernière question, je ne sais pas si on a le temps. Ah, ok. On peut la prendre, hein, et les gens s'en vont ça, au fur et à mesure qu'ils peuvent plus. On peut la prendre. Ça marche. Donc, peut-être pour Denis, qui visiblement a déjà répondu, mais alors, c'était que pensez-vous donc du coup du référentiel général d'éco-conception de services numériques proposé par le ministère, par le gouvernement? Alors, le RGESN, puisque c'est de ça qu'on parle, de l'ADINUM, est basé sur le référentiel de l'INR. Et ils ont extrait les parties environnementales, donc pas du tout la dimension humaine, sociétale, inclusion, électronisme, etc. Et le référentiel est donc plus petit, 80 critères, parfaitement adapté pour les organismes publics et parapublics, avec un mode d'appréhension plus simple. Il y a 3 types de réponses d'évaluation possibles: conforme, non conforme, pas applicable, alors que le référentiel de l'INR a beaucoup plus de graduation avec des pourcentages de conformité. Voilà, pour faire très rapide. Merci. Donc, pas d'opposition, un complément entre les deux. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et puis bonne fin de journée et à la prochaine. Merci. Merci à tous. Au revoir.